Merci beaucoup, bonsoir. Désiré vous a incité à explorer, à voyager. Alors je vais vous inviter dans un voyage au sein de mes explorations sous-marines. Tout commence en surface, on est sur un petit bateau, on est au large des côtes, on les devine à peine dans le lointain. On est une petite équipe de 6, 4 plongeurs et plongeuses, 1 ou 2 personnes en surface pour assurer notre sécurité, et on s'équipe. On est habillé dans un vêtement étanche avec des gros sous-vêtements à l'intérieur pour se protéger du froid. On met notre recycleur, ce scaphandre qui va nous permettre de respirer sous l'eau. On ouvre la bouteille de diluant, on vérifie sa pression, on vérifie qu'elle fonctionne. On ouvre notre bouteille d'oxygène, on vérifie sa pression, on vérifie si elle fonctionne. Notre recycleur est prêt à fonctionner. On charge maintenant la première bouteille de secours. On s'assure qu'elle est bien ouverte, qu'il y ait du gaz à l'intérieur. On charge notre deuxième bouteille de secours. Celle-ci reste fermée. Mon premier parachute de palier s'accroche à l'arrière gauche. Mon deuxième parachute de palier à mon arrière droit. Tout mon équipement de plongée est sur moi. Maintenant, je vais prendre mes outils de travail. Mon appareil photo qui s'accroche à ma hanche droite. Des tubes à prélèvement que m'ont donné les scientifiques s'accrochent à ma hanche gauche. À mon épaule gauche, un puissant éclairage. Je commence à respirer sur mon recycleur. Je rentre dans ma bulle, j'accroche le scooter sous-marin à mon harnais, je suis prêt à plonger. J'entends mes partenaires qui m'informent qu'eux aussi sont prêts à plonger. 1, 2, 3, et on se jette à l'eau. Cette séquence de préparation, c'est celle-là qui va mettre les germes de comment va se dérouler notre plongée. On doit pouvoir la faire les yeux fermés, on doit la connaître comme un musicien une partition, sur le bout des doigts. C'est grâce à elle qu'on va éviter la plupart des risques auxquels on risque d'être exposé en plongée. Oublier d'ouvrir une bouteille, oublier de préparer son matériel, oublier de communiquer avec ses partenaires. Tout ça est très important. Une fois dans l'eau, nous allons commencer à descendre. Je vous invite à venir en Antarctique, on est sur le bord de la banquise. Elle commence tout juste à se fracturer. Les premiers glaçons se décrochent de la banquise et cette eau voit la lumière pour la première fois depuis des mois. Cette eau, c'est presque de l'air, tellement elle est claire. On aimerait distinguer un horizon tout au fond, tout au fond. Et on commence la descente. Une descente, ça commence toujours par une grande expiration. Il faut vider son corps de tout l'air qu'il contient pour amorcer cette descente vers le fond, pour se sentir lourd et pour réussir à descendre. Au fur et à mesure de la descente, l'eau, 1000 fois plus dense que l'air, va commencer à nous écraser. On le sent d'abord dans les oreilles, on le sent à chaque inspiration qui devient un peu plus dur de remplir ses poumons, on le sent à notre vêtement étanche qui se squeeze sur nous, qu'on doit regonfler régulièrement. Cette pression, cet environnement devient physique. C'est comme une matrice qui nous englobe et qui nous permet de rentrer dans notre bulle et d'être concentrés pour l'ensemble de la plongée. Nous continuons à descendre. Petit à petit, l'air que nous respirons en surface va devenir toxique. On est obligé de remplacer l'azote qu'il contient, cet azote qui va être responsable de l'ivresse des profondeurs. On va le remplacer par de l'hélium, beaucoup plus facile à respirer, beaucoup plus léger et qui nous permet de garder les idées claires. Seulement, cet hélium va rentrer dans notre organisme. La pression va le pousser dans notre corps et nous allons nous remplir de cet hélium. Chaque minute, au fond, c'est du gaz qui rentre dans notre organisme et ce sont des minutes, voire des heures de décompression qu'il va falloir laisser pour que ce gaz puisse ressortir. Et nous continuons à descendre. L'oxygène, si vital à la vie en surface, lui aussi va devenir toxique. Dans notre recycleur, nous devons maintenir à l'intérieur un taux d'oxygène finement mesuré. Trop peu et nous perdons connaissance, trop et nous allons faire une crise hyperoxique, une crise épileptique. Il va falloir, pendant toute la durée de cette plongée, garder un petit morceau de cerveau disponible pour garder dans notre recycleur une petite quantité d'oxygène suffisante à la vie, ni trop peu. Nous continuons notre descente et nous commençons à deviner le fond. Je vous invite cette fois-ci en Afrique du Sud, on est à Djesser Canyon. Plus au large, c'est le canal du Mozambique, encore plus loin, c'est l'île de Madagascar. Nous descendons, nous arrivons sur cette marche à une centaine de mètres de profondeur. D'un côté, le noir des abysses, de l'autre côté, la clarté des sables coralliens.
Ça va nous permettre déjà d'un petit peu haut d'ajuster notre point d'atterrissage, parce qu'on veut arriver à un endroit précis. On veut arriver sur une cavité qui s'appelle U-Cave, à 100 mètres de profondeur, dans laquelle nous attend un poisson mythique. On arrive au fond, on se stabilise, il fait encore très sombre, on ajuste nos recycleurs, on ajuste notre équipement. Je regarde mes camarades, tout le monde est prêt, j'allume mon éclairage pour éclairer à l'intérieur de cette grotte, et il est là. Le sélacanthe est là, une espèce qu'on pensait disparue depuis des millions d'années, qui a été redécouverte par la science très récemment, est là devant nous, et on est un des rares humains à avoir pu le voir vivant. À cet instant, pour mes camarades et moi, c'est une évidence d'être ici. C'est-à-dire que pour chacun de nous, c'est le cheminement de tout un début de vie et de rêves d'enfants qui ont grandi, d'envie qu'on avait en nous depuis longtemps. Et il faut une solide motivation pour faire ces plongées. La plongée profonde, la plongée technique, ce n'est que des contraintes. C'est beaucoup de matériel, c'est un milieu froid, c'est un milieu hostile, c'est beaucoup de temps d'entraînement, c'est beaucoup d'argent dépensé, c'est beaucoup trop de choses pour que ça reste une passion sans avoir derrière une solide motivation qui nous pousse. Alors cette motivation, il faut la cultiver, il faut la développer pour réussir à continuer à faire ces choses dangereuses et à continuer à les faire prudemment. Ce n'est pas moi, c'est Robert Stenuit, un explorateur en plongée, qui disait cela. Et il avait tout compris. Le secret, c'est de faire des choses dangereuses pour pimenter la vie, mais de les faire prudemment pour pouvoir les faire longtemps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à ce moment-là. Je vous invite à un autre endroit, on est arrivé au fond, on est en Méditerranée française, un énorme massif de coralligène rempli de vie. La spécificité de ce massif, c'est que sa partie sud est recouverte de corail noir. Il a été nommé noir parce que son squelette est noir, mais l'animal vivant, lui, est bien blanc. Sur ce massif, un immense filet fantôme traverse le massif et balafre ce site exceptionnel. Nous avons pris 2 décisions. La première, c'est de remonter ce filet. La deuxième, c'est d'en faire un film, Aquaverse. Alors il va y avoir beaucoup de travail. Ce n'est pas une seule plongée, évidemment, que nous allons faire, mais plusieurs, toute une série de plongées. Sur cette première plongée, on décide de se concentrer sur le film. On est une petite équipe de 4, je suis au-dessus, mon rôle est d'éclairer la scène. À côté de moi, Pierre, Valentin, les 2 caméramans, et Justine, qui, elle, est l'actrice de cette scène, qui va évoluer dans ce décor. D'en haut, j'ai une vision un peu panoramique. Je vois tout le monde, je vois les actions de tout le monde. Ça va me permettre d'avoir cet état de conscience, cet état de conscience, ce flow, comme disent les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire une fluidité dans tout ce qui se passe. Je vois ce que fait chacun, je sais ce que j'ai à faire. Ce niveau de flow, il est atteint quand tous les curseurs sont au maximum. Quand techniquement tout va bien, chaque geste est précis, chaque geste est efficace. Physiologiquement, on est bien, on est confortable, on n'a pas trop froid, on arrive à respirer confortablement, on est bien. Psychologiquement, important aussi, on est en confiance, on connaît nos camarades de plongée, on connaît nos objectifs de plongée et le plan se déroule comme prévu. Et enfin, matériel, parce que ça arrive que le matériel nous lâche, cette fois-ci, ce n'est pas le cas, tout fonctionne merveilleusement bien. Et alors, dans cet état de flow, on va pouvoir optimiser la moindre de ces petites minutes au fond. Ces minutes qui sont si précieuses et qui vont nous coûter tellement cher en décompression à la fin. On a beau optimiser chaque minute au fond, à un moment, il va falloir remonter. Le choix de ce moment de remontée se fait en fonction de notre engagement. On sait qu'on a des systèmes de secours pour une certaine durée de remontée. Arrivé à cette durée de remontée, on est tenu de quitter le fond. La phase de remontée, c'est une phase très intense. Je vous propose de venir au large de la Bretagne, on est à côté de l'île d'Ouessant, et on est les premiers plongeurs à plonger sur un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale, le U-821, s'il y en a qui veulent chercher sur Internet ensuite. Nous avons la chance d'être les premiers plongeurs sur cette épave. On l'a savouré, on a savouré ce moment au fond, ces temps de remontée, et ce début de remontée va être un moment très technique. Il va falloir décoller du fond, puisqu'on arrive à la limite de notre sécurité. Il va falloir assurer une vitesse de remontée parfaitement à la bonne vitesse, c'est-à-dire à 10 mètres minutes. Trop lentement, et on se mettrait en danger, trop rapidement, et on risquerait de générer trop de bulles à l'intérieur de notre organisme, ce fameux hélium qui est rentré dans notre organisme et qui risquerait de sortir trop vite. Il va falloir
lancer un parachute de palier, c'est-à-dire envoyer en surface une petite bouée reliée au plongeur qui va être notre lien avec la surface pendant les heures de remontée qui suivent. Il va falloir garder la cohésion au sein de l'équipe. On est en pleine eau, au large de la Bretagne, la visibilité n'est pas bonne, l'eau est verte, on se perd de quelques mètres et déjà on se retrouve seul. Donc il va falloir garder cette cohésion dans l'équipe. En même temps, il va falloir ajuster tous mes volumes de gaz que j'ai sur moi, régler mon étanche, régler mon gilet, régler mon scaphandre dans lequel je respire, régler son volume, mais aussi régler le taux d'oxygène qui, depuis le début de la plongée, est quelque chose de très important. Et on remonte à peu près jusqu'à mi-profondeur. Arrivé à mi-profondeur, c'est le premier palier de décompression. À ce moment-là, on s'arrête. Au début, pour 1 minute, 2 minutes, puis 3, puis 5, puis 10, puis 20 minutes. Au final, on va arriver dans la zone des 12 mètres de profondeur et on ne sera qu'à la moitié de notre plongée. Ça fait 3 heures qu'on est sous l'eau, il nous en reste encore 3 à faire. On est juste sous la surface, on arrive à voir le vent, les risées de vent marquer la surface. On voit évidemment notre bateau de sécurité qui est juste au-dessus. La surface est juste là et pourtant elle est inaccessible. Il nous faudra 3 heures pour la rejoindre, pour laisser le temps à cet hélium de sortir de notre corps. Aristote disait qu'on pouvait séparer les humains en 3 catégories, les vivants, les morts et ceux qui sont sur la mer. Je me demande où est-ce qu'on mettrait les plongeurs. Nous sommes sous l'eau, nous sommes complètement isolés. À l'intérieur de notre corps se placent plein de choses, mais extérieurement, il ne se passe rien. Ce n'est juste de l'attente. Nous sommes suspendus sous notre parachute, à ce petit fil qui nous relie à la surface, et nous attendons. Nous attendons que cet hélium sorte de notre corps, et la seule façon de savoir s'il est suffisamment sorti ou non, c'est de sortir en surface et de prendre le risque d'un accident. Alors nous attendons. Nous sommes dans cet état, ni mort, ni vivant, un état suspendu. Notre temps de décompression arrive à sa fin, en tout cas c'est ce que nous disent nos ordinateurs de plongée qui calculent pour nous. C'est le moment de rejoindre la surface. En rejoignant la surface, on rejoint notre équipe. En général, c'est 1 ou 2 personnes qui nous ont attendus sur le Zodiac. Pour cette fois-ci, pour cette plongée à saturation qui aura duré 28 jours, c'est 50 personnes qui nous attendent en surface. C'est 50 personnes qui ont œuvré nuit et jour pour que 4 privilégiés puissent plonger et explorer les grandes profondeurs. Alors si je peux vous inviter à quelque chose, c'est d'avoir la chance d'être aussi bien entouré, d'avoir autour de vous une équipe qui cumule autant de talents qu'a pu cumuler cette équipe pour permettre ces plongées, d'avoir une équipe qui vous permet de garder votre motivation, parce que des fois ça sera dur, des fois on aura des coups de mou, des fois on n'aura plus envie d'y aller, mais quand 50 personnes sont là pour que vous effectuiez ces quelques heures de plongée, ben vous n'avez pas le choix, vous y allez, la motivation revient et du coup vous faites les choses bien. Enfin, je vous invite à trouver une équipe parce que ces moments de partage sont des moments uniques et ça serait tellement dommage de les vivre seuls. Merci beaucoup.